Bonjour à tous, difficile de qualifier ce mouvement des Gilets jaunes tant ils sont divisés sur leurs revendications, leurs stratégies et pour quels résultats au final cette mobilisation. Tout est parti pourtant d'une question d'écologie, d'environnemental, l'augmentation des taxes sur le carburant, ceux qui polluent le plus. Mais la grogne s'est largement élargie depuis. On en parle avec le vice-président écologiste de la métropole, Bruno Charles. Il est mon invité, c'est parti pour Face à Face. Bonjour Bruno Charles. Bonjour. Est-ce que vous avez un gilet jaune à l'avant de votre voiture? J'ai un gilet jaune, mais dans ma voiture, certainement pas à l'avant. Vous ne voulez pas sortir, vous ne voulez Non, pas et puis rejoindre ce mouvement? En plus, en ville, j'utilise pas ma voiture. Je n'ai pas l'occasion. Si, en vélo, comme pas mal de mes collègues, en vélo, nous arrive de mettre des gilets jaunes, mais vous aurez des mal à qualifier des cyclistes en gilets jaunes de manifestants pour les taxes sur le carburant. Comment vous expliquez l'ampleur aussi soudaine qu'a pris ce mouvement? Il y a des années que nous expliquons que sans transition écologique, on va avoir un effet de ciseau, puisque les gens sont prisonniers de leur automobile, les gens habitent loin, donc les dépenses contraintes des ménages augmentent et le revenu stagne. Donc quand les dépenses contraintes, et ça fait 20 ans que ça dure, quand les dépenses contraintes augmentent et que le salaire et que le revenu n'augmente pas, eh bien les gens constatent qu'à la fin du mois, ils n'en ont pas. Quand ils constatent en plus qu'une politique est injuste, ils constatent qu'eux, tout en travaillant, ont de plus en plus de difficultés à vivre et que pendant ce temps, les transferts financiers que fait le gouvernement vont des classes moyennes vers les plus riches. Ça ne peut qu'exploser. Ce n'est pas une question d'écologie, c'est une question de justice sociale. C'est une question d'égalité et d'équité. Mais pourtant, le gouvernement se justifie avec la justification écologique pour... Il a fait semblant, il a cru. En réalité, la croissance... D'assumer de dire on ne subventionne plus le carburant, le taxe encore plus parce que les habitudes doivent changer. Il y a deux choses différentes. Il y a effectivement une exception française sur le diesel. Le diesel était moins taxé que l'essence et on est le seul pays en Europe. Il fallait tôt ou tard égaliser ces deux taxes. Donc sauf ça, que là, la raison... d'accord. La raison n'est pas là. La raison, c'est que la croissance n'est pas à la hauteur de ce que le gouvernement espérait. Donc, ils ont un déficit budgétaire et ils essayent de se rattraper sur des taxes. Ils l'ont pris en essayant de faire passer ça sur le dos de l'écologie. Et en même temps, ils enlèvent 600 millions d'euros du budget du ministère de l'Environnement, de l'écologie, pour le passer au budget général. L'écologie était un prétexte de cette augmentation. On n'avait pas été l'objectif. Si cette mesure avait été une mesure écologiste, on l'aurait rendue, par exemple, en faisant une grande politique de transport en commun, c'est-à-dire des alternatives à l'automobile. Quand les gens sont prisonniers de leur voiture, ils subissent. S'ils ont une alternative confortable et pratique, avec des fréquences correctes, avec des transports en commun corrects, à ce moment-là, effectivement, ça coûte beaucoup moins cher de prendre des transports en commun. Encore faut-il le pouvoir. Donc, une politique écologique, c'est pas de taxer plus, c'est, au lieu de continuer à faire des autoroutes comme on en fait, par exemple, à Strasbourg, de financer les transports en commun, de financer l'isolation des logements, pour que les gens payent moins. L'écologie, c'est faire des économies et payer moins. Aujourd'hui, le gouvernement fait l'inverse et essaye de faire passer son déficit sur le dos de mesures écologistes. Ça ne marche pas, personne n'y croit. Mais l'isolement des logements, ça ne finance pas le transport, enfin, ce sont deux choses Sauf que, pour vous faire un exemple concret, dans la métropole de Lyon, quand on réhabilite et qu'on réhabilite thermiquement un logement, en moyenne, on divise par 4 la facture. On peut aider. Et on a mis en place une politique qui s'appelle éco-rénov au sein de la métropole, tandis que l'État avait annoncé on isolera 500 000 logements par an. l'État n'a rien fait. Et donc aujourd'hui, l'État n'ayant rien fait, les ménages continuent à payer. Au lieu de faire des économies. Est-ce que vous n'êtes pas un peu amnésique quand même? Parce que ces mesures-là, les taxes sur le carburant, elles étaient inscrites dans la loi sur la transition énergétique. À l'époque, tout le monde applaudissait, les écolos en premier. À condition que les dépenses soient affectées à des mesures de sobriété. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'alourdir les charges pour les ménages. Il s'agit de faire en sorte que la vie quotidienne soit plus facile et plus écologiste. Mais il ne s'agit pas de toujours faire peser sur les... Aujourd'hui, il n'y a pas de politique écologiste. Non. Je pense que si on comprenait le sens de cette politique, si les ménages comprenaient le sens de cette politique, ils pourraient accepter des augmentations d'un côté et des baisses de l'autre. Aujourd'hui, ça ne coûte pas plus cher de produire des aliments bio que de produire des aliments chimiques, ça coûte plutôt moins cher. Sauf que le modèle économique fait qu'on vend plus cher les aliments bio et on continue à s'empoisonner. C'est ça que voient les ménages. C'est que l'écologie est un prétexte. Et je n'ai pas vu chez les Gilets jaunes de pancartes contre l'écologie, j'ai vu de pancartes contre l'injustice. Dans tous les cas, cette transition écologiste chez les gens, dans les habitudes, dans le quotidien, ça nécessite un effort financier, mais pas seulement. Quand vous voyez tous ces manifestants qui manifestent, qui disent on n'en peut plus vivre,
Vous dites que le gouvernement a du souci à se faire pour avoir une politique environnementale. Dans le plan climat les gens du ne sont pas Grand Lyon, prêts à faire un effort pour l'écologie au vu de leur situation. dans le plan climat du Grand Lyon que j'ai mené, on a été les premiers à faire une étude sur la précarité énergétique. On a été les premiers à dire qu'il y a 20% de la population de la métropole qui est à la limite de la précarité énergétique. Ça veut dire qu'il va, quand on se chauffe plus l'hiver, qu'on n'a plus d'argent pour se chauffer, est-ce qu'on a droit à un logement digne ? Ça, c'est un constat. Est-ce que les enfants ont droit à une éducation ? Est-ce qu'on peut faire ses devoirs quand on se chauffe pas l'hiver ? On met en place une vraie politique qui redonne de la qualité de vie. Oui, mais même fiscalement, c'est une bonne affaire. Quand on met 1 euro de subvention dans l'isolation thermique des logements, on provoque entre 7 et 10 euros de travaux et 3 à 4 euros de recettes fiscales. Sauf que l'État ne le fait pas. L'État continue dans des politiques qui sont des politiques injustes et anti-écologiques. Les gens n'y croient pas. Aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout... L'écologie n'était qu'un prétexte sur les carburants. La transition écologique est aussi une mesure de sobriété et de justice sociale. C'est pas là que va le gouvernement. Mais donc, pour en revenir à ma première question, est-ce qu'aujourd'hui, vous soutenez ce mouvement des Gilets jaunes ? Non. Non. Je comprends la révolte des gens qui ont de plus en plus de mal à s'en sortir tous les mois. Ils voient qu'à la fin du mois, ils en ont moins alors qu'ils travaillent. Et quand ils ne travaillent pas, c'est pire. Il y a une bascule des classes moyennes vers la pauvreté. Je la comprends. Mais il y a trop de choses dans ce... Enfin, il y a quand même des récupérations populistes, extrémistes. Il y a des dérives qu'on ne peut pas soutenir. Aujourd'hui, je préfère soutenir la marche pour le climat, c'est-à-dire des gens qui réclament un vrai changement. Ils étaient moins nombreux. Vous savez, 15 000 personnes à Lyon, ouais. C'était la première fois, et c'est en train de monter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre ce que disent les gens. Ils ont de plus en plus de mal à vivre. Et vous dites qu'il faut comprendre, et en même temps, vous dites qu'il y a beaucoup d'extrémisme, de populisme là-dedans. Évidemment. Marine Le Pen et le Rassemblement national ont annoncé et ont instrumentalisé, ont envoyé leurs militants pour récupérer le mouvement. Ce mouvement ne se laisse pas non plus récupérer. C'est-à-dire qu'il y a un peu tout, il est protéiforme, et il y a un peu tout et son contraire, comme le mouvement spontané. Ce mouvement est un mouvement contre l'injustice. Spontanément, les gens se révoltent en disant on voit que des transferts financiers vont vers les plus riches, vont vers les milliardaires, et que nous, on en prend toujours plus. C'est ça, et ça, je suis d'accord. Et sur quoi il peut aboutir, selon vous, ce mouvement ? Il va s'éteindre petit à petit ? Moi, je trouve que le gouvernement s'y prend tellement mal que je ne sais pas. Je ne peux pas le dire, mais il va bien falloir un débouché politique. Et ce débouché politique, il y a 2 solutions. Soit une politique plus juste et plus écologique, soit du populisme. Il est temps de mettre en place une politique plus juste. Vous êtes justement vice-président de la métropole, on le disait, en charge du développement durable. Comment vous la mettez en place, cette politique plus juste ? Écoutez, pour prendre ce mandat, 1 milliard d'euros d'investissement sur le transport collectif, une politique qu'on a mis en place, Éco-Rénov', c'est-à-dire de financement, de subventionnement. Mais donc si vous faites vraiment le job à votre niveau, pourquoi l'État a encore besoin de changer les habitudes de Parce consommation ? Parce que l'État possède encore des budgets extrêmement importants et qu'on ne peut pas faire tout seul. Il faut que tous les niveaux parce qu'au sein même de la métropole de Lyon, pour revenir à l'exemple des logements, on ne peut pas prendre les transports en commun pour se déplacer de partout. L'État avait annoncé sous Hollande 500 000 logements isolés par an. Ça nous correspondait effectivement à nos objectifs, sauf que l'État n'a pas mis un sou, n'a pas tenu sa parole. On est aussi sur une crise de parole de l'État. C'est-à-dire que l'État annonce des choses, ne les fait pas. Le résultat, c'est qu'on a une chute des revenus des gens et de plus en plus de difficultés. Une politique écologiste aujourd'hui aiderait les gens à se déplacer à des coûts raisonnables, à vivre dans des logements corrects. Mais ça, vous pouvez le faire à votre niveau, se déplacer justement. Les transports en commun dans la métropole, oui. À la limite, ça vous concerne. Bien sûr, et on le fait. C'est votre responsabilité. Et on le fait, et on va le faire encore plus. Nous, on propose, par exemple, dans ce mandat, il y a à peu près 1 milliard d'euros d'investissement dans les transports en commun. Mais vous dites on le fait, mais c'est-à-dire dans combien de temps vous pourrez dire aux gens, vous pouvez vous passer de votre voiture dans la métropole de Lyon ? Aujourd'hui, dans le centre, vous pouvez vous passer de votre voiture. Dès que vous sortez du centre, c'est plus compliqué. Ça dépend des heures, etc. Donc il faut investir encore plus. On est d'accord. Aujourd'hui, on a une baisse on a baissé de 52 à 43% en 15 ans la proportion des gens qui prennent les déplacements en voiture. Donc, il y a déjà des efforts, il y a déjà des gens qui laissent... Les vélos sont en train d'exploser. C'est-à-dire que la société est prête pour ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une appropriation par la société civile, par les jeunes ménages. Il y a 20 ans, quand on se déplaçait à vélo, je l'ai fait, on passait pour un écolo, un cinglé, un marginal ou un chômeur. Aujourd'hui, le vélo, c'est un mode de déplacement normal et l'augmentation du vélo, c'est à 2 chiffres.
les changements de comportement sont en cours. Mais encore faut-il qu'on les permette. Vous dites ça et en même temps, vous avez tweeté une photo des Gilets jaunes. Vous dites que les Gilets jaunes, c'est un peu le mouvement d'un monde qui ne veut pas s'avouer qu'il est déjà mort. C'est vrai. C'est le monde de la croissance, c'est le monde de l'expansion, c'est le monde où on fait des lotissements à 10 bornes de la ville où les gens sont prisonniers de leur bagnole parce qu'il n'y a pas de transport en commun. C'est le monde où l'énergie était tellement abondante qu'on n'y faisait pas attention. Et c'est ce monde-là qui est en crise parce que c'est ce monde-là qui plonge les gens vers la pauvreté. Quand on est dans un lotissement à 15 bornes de Lyon, qu'on a chacun une voiture pour aller travailler, qu'en plus les enfants grandissent, donc à un moment, le gamin à 18 ans, pour se déplacer, il a besoin d'une troisième voiture, et bien l'augmentation, en plus on a une maison en général qui n'est pas super bien isolée parce qu'on est allé chercher plus loin un foncier pas cher et qu'on n'a pas non plus, on n'est pas fortuné, donc on n'a pas acheté une maison super bien isolée, et bien à ce moment-là, on voit qu'avec l'augmentation de l'énergie, on a de plus en plus de mal à vivre. Et ça, je le vois. Ce sont les politiques publiques qui ont été conduites depuis 30 à 40 ans qui foutent les gens dans la merde. Aujourd'hui, il s'agit de renverser ces politiques publiques, de permettre aux gens de vivre d'une manière plus écologique et en dépensant moins d'argent. Donc en redonnant à la fin du mois plus d'argent pour vivre, plus de dignité, parce que c'est la dignité aussi qui est en jeu. Quand on peut plus se loger correctement, quand on peut plus se déplacer, quand on n'a plus accès à la santé, est-ce que vous croyez qu'on a droit à une vie digne? C'est ça qui est en jeu dans la transition. C'est de restituer une dignité de vie et un sens collectif, c'est-à-dire pouvoir vivre sans tuer la planète. Parce que si on continue comme ça, de toute façon, nos enfants ne pourront plus vivre. Vous craignez que le gouvernement fasse marche arrière sur cette mesure-là de la transition énergétique? Écoutez, sur les taxes, sur les carburants milliards, enfin, il n'arrête pas de faire des transferts des classes moyennes vers les plus riches. Il faudrait renverser ces transferts un petit peu et il y a largement de quoi financer la transition. On n'est pas dans une crise des recettes. On est un peu quand même. On est dans une... Non, mais non. Écoutez, est-ce qu'on est moins riche? Prenons la sécurité sociale. On nous dit qu'on a du mal à financer la sécurité sociale. Vous croyez que la France était plus riche en 1945? On n'a jamais été aussi riche. On a plus financé la sécurité sociale en 1945. On a un déficit qui se creuse chaque année avec une dette colossale. Le déficit, il se creuse pourquoi? Le déficit, il se creuse parce qu'on n'a pas arrêté de faire des transferts fiscaux vers les plus riches et de limiter les recettes fiscales. Ce n'est pas du tout une crise des recettes, on n'a jamais été aussi riche. Aujourd'hui, c'est une crise de l'équité, de l'égalité et même de la République, parce que les gens n'y croient plus. Si on n'a pas une politique juste, on ne pourra pas avoir une politique écologique. Et aujourd'hui, si une politique n'est pas écologique, elle ne sera non plus pas juste, parce qu'elle ne sera pas juste pour nos enfants. Est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression que pour une fois, il y a un gouvernement qui se dit droit dans ses bottes, qui assume notamment d'avoir une politique sur long terme avec des résultats qui vont arriver, qui mettent du temps, qui ne sont pas immédiats, mais qui arriveront plus tard? Moi, ce que je vois, au risque de l'impopularité d'ailleurs. Effectivement, la politique économique d'Emmanuel Macron, mais je l'ai entendu et je l'avais même dit à Gérard Collomb, je crois entendre Georges Pompidou dans les années 70. Enfin, pour moi, c'est une politique qui est datée, qui est du passé. C'est une politique qui n'est pas à la hauteur. Elle est sans imagination. C'est absolument pas une politique qui est à la hauteur des enjeux. C'est une politique de croissance et de croissance et de croissance, sans réflexion. Elle n'est pas dans le monde contemporain. C'est ce qui me désole, c'est que cette politique a 40 ans de retard. On veut de la croissance pour répartir les gains de la croissance, sauf qu'on utilise des moyens qui ont déjà échoué pendant des années et qui ne prennent pas en compte la crise écologique. Donc cette politique nous mène dans le mur, ça c'est sûr, d'un point de vue équité et d'un point de vue écologique. Alors le gouvernement peut assumer, mais je crois que la société civile est en train de partir. Et si on a un décrochage entre la croyance de la société civile dans les politiques, dans la capacité de penser des solutions et de les mettre en œuvre, on a une vraie crise politique. Est-ce que vous ne comprenez pas la logique de dire l'idée, c'est de libérer le travail, de permettre aux gens de mieux travailler, de mieux s'épanouir, d'avoir un meilleur niveau de vie pour qu'ils soient libres de faire les propres choix, de pouvoir s'acheter une voiture qui ne pollue pas, plutôt qu'aujourd'hui juste de subventionner et faire des mesures à court terme finalement? C'est pas ce que fait le gouvernement. Moi j'ai entendu, et franchement, je travaille ici à la métropole, j'entends aussi des patrons. J'ai entendu par exemple le patron de Serfim, qui est une boîte de 1600 salariés, dire « moi ça ne m'intéresse pas de précariser mes salariés. Ce qui m'intéresse c'est d'avoir un carnet de commandes pour pouvoir fidéliser mes salariés. » Il y a beaucoup de patrons qui disent « mais notre problème, y compris surtout si on veut avoir des gens qualifiés pour travailler, ce n'est pas des précarisants changés, au contraire, c'est de les fidéliser, de les payer correctement. » Or, nous, ce que je vois, c'est que si on fait la transition écologique, il faut reconstruire toutes les infrastructures de transport, les infrastructures énergétiques, il faut remodéliser nos villes. On a 30 à 40 ans de boulot et pratiquement de plein emploi devant nous si on va dans cette direction. Et moi, ce que j'entends des patrons,
On veut précariser nos salariés, sauf évidemment les grands patrons du CAC 40 qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais vu un ouvrier de leur entreprise. Eux, ce qui les intéresse, c'est la ligne financière au bout et que ça coûte le moins cher. Mais je connais un paquet de patrons qui disent simplement, mais je n'ai aucun intérêt à rendre mes salariés plus précaires. Au contraire, moi, ce que je veux, moi, c'est d'avoir une visibilité et je veux que le politique me donne de la visibilité pour pouvoir anticiper et investir. Et c'est cette visibilité, on fait l'inverse, on précarise tout le monde. Et justement, la politique, quand on vous écoute, on se demande finalement qui trouve grâce à vos yeux aujourd'hui dans les responsables politiques? En France, pas grand monde. Pas grand monde. Il y a des gens Pourtant, qui vous êtes sont... membre d'un parti qui n'est pas tout récent. Je ne vais pas dire que mon parti est parfait, personne n'y croirait. Mais au moins, il y a une vision. Ce que je vois dans d'autres pays, c'est que petit à petit, on va vers cette transition. De toute façon, aujourd'hui, dans toute l'Europe, il y a deux forces qui montent. L'écologie et l'extrême droite. Vous regardez ce qui s'est passé en Autriche, vous regardez en Allemagne la montée des Grünen, en attendant la montée de l'extrême droite, ce sont les Grünen qui sont montés plus. Parce qu'il y a deux solutions d'avenir. On est sur la fin de la mondialisation heureuse, parce que nous étions les bénéficiaires de la mondialisation, et aujourd'hui nous sommes mis en compétition par cette mondialisation. Et les gens ne croient plus dans la mondialisation. La crise de l'Europe, c'est aussi ça, la crise du marché unique et de la compétition. Il y a deux solutions. Soit on refait des murs, c'est l'extrême droite, et soit on repense une relocalisation de l'économie, où tout le monde a sa place, tout en restant ouvert sur le monde. Les deux forces qui vont structurer la politique pendant les 30 prochaines années, c'est l'extrême droite et l'écologie. À vous de choisir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus en la politique environnementale parce que des partis comme le vôtre, qui sont censés avoir ça au cœur de leur programme, de leurs idées, n'ont pas fait le job? Vous êtes membre d'un parti qui existe depuis des dizaines d'années et vous dites que personne dans la classe politique ne trouve grâce à vos yeux pour défendre vos idées. C'est quand même un constat assez on m'a toujours alarmant. dit que l'écologie, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister, ça devrait être repris par les autres partis. Ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas d'écologistes, il n'y a pas d'écologie. Je ne vais pas dire que mon parti est parfait, je suis le premier à être très agacé par le fonctionnement de mon parti et par ce qu'il en sort. Mais on a essayé la droite, on a essayé la gauche, on a essayé Macron, il n'y a toujours pas d'écologie. Tous les autres expliquent que l'écologie, c'est punitif. Et ils essayent de faire passer leurs mesures impopulaires là-dessus. Nous, on dit, on peut changer la vie, on peut améliorer la vie quotidienne des gens, en arrêtant de s'empoisonner en mangeant, en arrêtant de faire en sorte que les paysans, vous savez, les paysans ne sont pas dans une bonne situation, eux-mêmes s'empoisonnent, et il y a encore eu un suicide il y a 15 jours dans les monts du Lyonnais, un paysan endetté. Donc est-ce qu'on est dans un système qui va bien? Nous pouvons penser des solutions où tout le monde ait sa place et où on améliore la vie quotidienne des plus pauvres aux plus fortunés. Et ça, c'est en train de monter. Moi, ce que je vois, c'est 15 000 personnes dans la rue pour réclamer une vraie politique climat. Ça veut dire qu'il y a toute une partie de la société civile qui a compris. Mais la classe politique résiste. Vous dites on a essayé la droite, on a essayé la gauche. On a aussi essayé Nicolas Hulot, le gouvernement, il y a quelques mois. C'était une première, beaucoup l'avaient voulu avant Emmanuel Macron. Il est parti avec fracas, là il fait sa rentrée politique. Vous pensez qu'il y a une carte à jouer? Je pense que la sincérité et les mots qu'il a dit en partant sont importants. Moi, je ne croyais pas... Enfin, je pense que quand on vous donne du pouvoir d'agir, il faut y aller. Donc, vous avez regretté son départ, du coup? Non, parce que les choses qu'il a dites ont été importantes. Et parce que la politique ne correspondait pas. Quand on nous donne du pouvoir d'agir, il faut y aller. Et en ce sens-là, il a raison d'y aller. Quand on sent qu'on n'a qu'un prétexte, il faut partir. Et il a aussi bien fait de partir, et surtout, il a dit des choses importantes. Maintenant, la politique, c'est essayer de réunir... S'il arrive à réunir la société civile autour de solutions et à emmener la société civile dans une croyance positive dans le fait qu'on ait des solutions pour rendre la vie plus facile et meilleure pour tous, eh ben je serai heureux et je suivrai. Nicolas Hulot, il a sa place. La politique, elle ne se fait pas en bas. Elle ne se fait pas par le leader charismatique, même si l'incarnation est importante. L'important, c'est que je vois de plus en plus de gens qui vont dans des commerces de quartier avec des produits locaux. Je vois de plus en plus de gens. C'est les changements de comportement par en bas qui m'intéressent. C'est ça la vraie politique. Elle ne se fait pas en haut, elle se fait en bas. Et ce que je vois, c'est que c'est en mouvement. Sauf que aujourd'hui, le haut, c'est-à-dire le gouvernement, ne le voit pas et va dans le sens inverse. Est-ce que vous souhaitez qu'il revienne en politique, par exemple, aux européennes? Ça pourrait être une solution. À lui de voir. Je ne peux pas parler pour Nicolas Hulot. C'est à lui de dire ce qu'il veut et là où il va aller. Parce que vous avez déjà un candidat aujourd'hui. Moi, j'apprécie Yannick Jadot. J'apprécie ce qu'il dit. J'étais en désaccord quand il s'est retiré au présidentiel et on l'a payé cher. Et aujourd'hui, Yannick Jadot dit des choses importantes. Maintenant, si Nicolas Hulot a un pouvoir de réunir plus important, pourquoi pas? Après, c'est à Nicolas Hulot de dire ce qu'il veut faire. L'important pour moi, c'est, encore une fois, ce qui est en train de se passer dans la société. Je vois des choses très positives qui sont en train de se mettre en œuvre.
mais qui ne sont pas encore reconnus et qui ont besoin de grandir. Et vous êtes optimiste pour les européennes, notamment parce que vous parliez justement de l'écologie dans d'autres pays. Vous êtes optimiste pour les européennes avec un candidat comme Yannick Jadot? Je suis optimiste. Je suis optimiste. Il a un petit sourire. Hein. Quoi? Oui. De toute façon, clairement, on est à peu près le seul parti européen. Pour tous les autres partis, le Parlement européen, c'est un complément de revenus pour les gens dont on se débarrasse. Prenez les statistiques de présence des autres partis au Parlement européen. Depuis Marine Le Pen jusqu'à Mélenchon, passant par tous les autres. Ils n'y vont que pour avoir une indemnité de plus. Les écolos sont les seuls, et c'est reconnu, ça a été écrit, ça a été étudié, à travailler réellement pour faire évoluer les politiques publiques européennes. Donc si vous voulez des gens qui travaillent au Parlement européen, des gens qui améliorent la vie quotidienne, il faut voter écolo. Et ça commence à se savoir. Les maires de France qui se réunissent en ce moment dans un contexte compliqué pour eux, il y a une crise des vocations, beaucoup qui veulent plus se représenter, beaucoup qui veulent même abandonner leur mandat avant la fin. Ils dénoncent la centralisation du pouvoir à Paris. Mais est-ce que c'est pas comme ça sur des enjeux importants, sur l'écologie, qui peuvent finalement se régler qu'au niveau global? Est-ce qu'on ne peut pas agir que nationalement, par exemple? Il faut agir à tous les niveaux. Et l'échelon de proximité est très important. C'est une commune qui décide... Mais pour lancer des grands plans, par exemple, pour l'environnement, c'est peut-être plus simple de le faire à la soviétique, c'est un grand plan à la soviétique qui va changer la vie. Non, je ne crois pas. Il faut que tous les niveaux y participent et l'échelon local est très important. Il ne peut pas faire tout seul. Je ne veux pas dire que c'est l'échelon local qui peut faire les choses tout seul. Il faut qu'il y ait des politiques aussi qui évoluent au sein du gouvernement. Il faut qu'il y ait des budgets qui évoluent. Mais je crois que le rôle du maire, le rôle de l'échelon local est déterminant, ne serait-ce dans le contact à la population. Puis c'est un échelon démocratique très important dans la proximité des choix, la proximité des élus. Je crois dans le pouvoir des maires, dans la capacité de l'échelon local à travailler avec ses habitants pour provoquer les changements. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, l'État pompe de plus en plus de fric aux collectivités, parce qu'il est en déficit, et coupe des moyens d'agir aux mairies. Donc quand les mairies ont des problèmes et de moins en moins de moyens d'agir, ne serait-ce sur le logement social, eh bien, on a les problèmes et on a de moins en moins de solutions. Donc je comprends la crise des vocations. Mais là, le constat que vous dressez, mais la métropole dont vous êtes un des vice-présidents est critiquée pour les mêmes raisons, pour la non-représentativité des petites communes périphériques. Donc, La métropole, aujourd'hui, il faut remodeler les échelons. Une commune ne peut plus penser la voirie, les réseaux d'assainissement, les politiques et donc c'est ce que je vous disais il y a 2 minutes, en fait. Il y a besoin de l'échelon. La communauté de destin, avant c'était les villes, aujourd'hui la communauté de destin c'est la métropole. Par contre, il faut repenser un échelon de proximité. Très clairement, par exemple, je suis pour le renforcement des mairies d'arrondissement qui deviennent des mairies de plein exercice. Peut-être qu'il y a des communes qui doivent fusionner parce qu'une commune de 3000 habitants dans la métropole, ça a plus de sens, plus de moyens. Donc il faut peut-être fusionner les communes, mais il faut redonner du pouvoir de proximité, un pouvoir fort aux maires. Et il faut une articulation entre l'échelon où se pensent les projets globaux de la métropole et du pouvoir des maires renforcé. Ça évolue clairement, ça veut dire par exemple une disparition de la ville de Lyon. Il y a 3 échelons, métropole, ville, arrondissement. Un arrondissement comme le 7e fait 75 000 habitants aujourd'hui, alors qu'on a moins de budget qu'une mairie de 5 000 habitants. C'est pas possible. Il faut aujourd'hui simplifier, continuer redonner du pouvoir fort aux maires et à la proximité, tout en continuant à démocratiser, parce que l'élection au suffrage universel de la métropole donnera une légitimité démocratique à la métropole. Justement, parlons-en de cette élection. Vous souhaitez soutenir David Kimmelfeld en 2020 ? On a dit que les écologistes auraient une liste autonome. C'est certain, parce que lui dit qu'il parle encore avec tout le monde. Bien sûr qu'il parle avec tout le monde. Mais les écologistes ont vocation à avoir une liste autonome, et je serai candidat à la tête de liste pour les écologistes. Nous sommes plusieurs et les écologistes s'exprimeront auront choisi leur candidat. Mais aujourd'hui, bien évidemment, nous aurons une liste écologiste au municipal, à Lyon et à la métropole. Donc on l'a dit, et puis c'est même pas un secret, ça fait... c'est pas une surprise. Mais enfin, les choses peuvent bouger, il y a des discussions. On dit que vous avez plus d'affinités, que ce soit les écolos, même les socialistes, avec David Kimmelfeld qu'avec Gérard Collomb, par exemple. Oui. On travaille avec terminé David. avec Gérard Collomb Gérard Collomb, sa loi Asile-Immigration a pris le contre-pied de convictions fortes et elle fera du dégât. Et en plus, ils n'ont rien à voir avec l'écologie pour le coup. Tout en ayant du respect, c'est les actions qui m'intéressent. On n'est pas j'aime bien un tel ou j'aime pas un tel. Ça il a un bilan pour le coup, donc ça peut être objectif au-delà de la personne. L'avenir, de toute façon, c'est plus Gérard Collomb. L'avenir, c'est une nouvelle génération qui doit monter.
Donc il y en a chez les écologistes et moi je constate qu'il y a de plus en plus de jeunes et de jeunes actifs et de gens formés. Je suis optimiste parce que je vois que il n'y a pas de crise de vocation chez Europe Écologie Les Verts? Il y a une crise de vocation du politique. Mais je vois beaucoup de jeunes qui aujourd'hui ont besoin de sens et ils nous disent on a besoin d'écologie. Regardez la pétition des 11 000 étudiants des grandes écoles, un manifeste pour un réveil écologique. Il y a de plus en plus de jeunes qui disent moi je ne veux pas travailler à un système qui détruit la planète et qui est injuste. Je veux qu'on change les choses et j'ai besoin d'écologie. Effectivement, Europe Écologie incarne cette politique dont beaucoup veulent une autre forme. C'est en train de s'inventer. Mais il y a une autre génération qui doit monter. Et Gérard Collomb, avec du respect, il ne s'agit pas de dire j'aime ou j'aime pas. Il a fait des choses au gouvernement qui vont contre nos convictions, notamment la loi asile-immigration, ça ne passe pas. Mais l'avenir, c'est une génération qui monte. Et on verra ce que ça donne. Merci beaucoup Bruno Charles d'avoir été mon invité. Tous vos replays sur tlm.tv, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Face à Face. Très bonne semaine.